Should I say it in English or? Yes, of course, if you want. J'étais en train de dire que concernant c'était l'approche qui était la nôtre en ce moment-là. Malheureusement, nous n'avons pas reçu de retour jusqu'à ce jour. On nous avait promis un retour très vite, mais malheureusement, voilà. Et donc, je pense que c'est l'approche qu'on devrait aussi avoir. Si on veut faire une manifestation, il faut qu'on se consulte, il faut qu'on parle, il faut qu'on choisisse l'approche ensemble, il faut qu'on discute de tout ce qui va avec, comment dirais-je, qui va avec une manifestation, de façon qu'on prenne des décisions consensuelles et qu'on ne nous impose pas un calendrier. Donc, je pense que, voilà, donc nous n'étions pas là pour rentrer dans un cortège organisé par un parti politique. Et nous avons dit, et je le répète, qu'il est, pour nous, la raison pour laquelle nous faisons une manifestation, c'est pour des buts que nous pouvons atteindre. Nous avons manifesté une fois pour le code électoral. Il n'est pas encore là où nous voudrons qu'il soit, mais il est parti d'une organisation par les sous-préfets au code électoral de l'ECAM actuel. Nous avons manifesté pour les droits de l'homme, nous avons manifesté pour toutes ces manifestations-là, nous sommes partout. Quand il s'agit de manifester pour faire partir le président de la République, nous émettons un peu de réserve parce que, pas parce que ce n'est pas une option, mais parce que, en général, il ne me souvient pas qu'un parti d'opposition ait pris la rue et ait pu remplacer le président en exercice. Très souvent, ce qui se passe, c'est que vous prenez la rue et ensuite, c'est le voisin du président, un général, le premier ministre, le président de l'Assemblée, le secrétaire général de la présidence, des fois même le fils du président qui prend la place et puis qui continue. Et donc, nous, au sein du SDF, depuis 90, nous nous battons contre un système. Et c'est pour cela que la forme de la gouvernance est tout aussi importante que ceux qui l'incarnent. Il faut se battre contre ce système et pas se focaliser sur une personne. Et pour nous, c'est une perte d'énergie que d'aller dans la rue pour perpétuer un système et changer la personne. Donc, il faudrait qu'on s'accorde déjà sur cela et je pense que c'était contenu dans la réponse du président national du SDF, à dire à la réponse donnée au président Maurice Kamto. Et donc, notre position était connue par le président du MRC et donc par les cadres du MRC. Et ce n'est pas une position comment dirais-je, de défiance, mais une position de cohérence par rapport à notre positionnement sur l'échiquier politique camerounais, de cohérence par rapport à là où nous pensons pouvoir apporter, où nous pensons que le Cameroun devrait être. Merci. Donc, on a bien compris que vous ne voulez pas jouer ces rôles secondaires où on vous embarque dans des programmes pour lesquels vous n'avez pas été associé au préalable. On a bien compris. Ça, c'est une partie de ma réponse. La deuxième et la plus importante, c'est que une marche pour faire partir un président, c'est une noble marche, mais nous ne sommes pas convaincus qu'elle ait déjà réussi dans l'histoire de l'humanité. Et ce que nous voulons faire partir, c'est le système. Et faire une marche pour faire partir tout un système, c'est un peu plus compliqué. Alors, je voudrais effectivement profiter de cette précision que vous apportez pour vous demander quel est le distinguo que vous faites, vous, entre ce que vous reprochez à la démarche du MRC, selon laquelle il fallait faire partir un président par les rues, et la vôtre qui, en 2008, disait « nous prendrons les machettes ». C'était le propos de Fundi. « Nous prendrons les machettes si la constitution camerounaise changeait ». C'est quoi la différence entre les deux? Tout à fait. Vous avez répondu. Votre question est la réponse. Votre question, c'est la réponse. Vous, déjà, M. Fundi l'a dit et l'a répété. Cette histoire de machete a été inventée par Yaoundé, mais je passe à autre chose. J'aimerais juste dire que notre position était par rapport au changement de la Constitution et non par rapport à ceux qui les changeaient.
Si on en voudrait à ceux qui l'ont changé, cette constitution, je ne vous dirais pas que nous rencontrons le MRC. Vous comprenez? Donc, notre quoi la problème limite? n'est pas par rapport aux individus, C'est quoi la notre limite problème est par rapport à un système. Et tant que les individus sont du bon côté, de là où nous pensons que le système devrait être, il n'y a absolument aucun problème. Nous disons, nous ne sommes pas en désaccord avec MRC, loin de là. Nous disons tout simplement que notre priorité et notre énergie doit être focalisée sur le changement du système. C'est ce que nous disons. Et donc, aujourd'hui, s'il y a des gens au sein du MRC ou tout le MRC qui pensent qu'une partie d'un agenda d'une manifestation doit être le départ du pouvoir de M. Biya, je les mets au défi de me dire quand est-ce qu'une opposition a réussi cela, c'est-à-dire quand est-ce qu'une opposition a pris la rue et le régime est parti et l'opposition est arrivée au pouvoir. En général, ce qui se passe, si nous regardons les exemples autour de nous, c'est que l'opposition prend la rue, peut-être le président part quand ça a réussi, mais celui qui arrive au pouvoir, c'est le président bis et le système perdure. Et nous nous battons pour un autre système. Donc nous ne sommes pas dans la logique de permettre un renouvellement du système. Ça serait une grave erreur. Nous voulons casser le système. Nous voulons qu'avec cette fin de règne, qu'il y ait une véritable transition politique, qu'il y ait une véritable justice transitionnelle, qu'il y ait un véritable changement, pas seulement à la tête du pays, mais aussi de la façon que notre contrat social est monté, pour qu'après ce régime qui n'a que trop duré, on ait ce Cameroun qu'on a toujours voulu, qu'on a ce Cameroun qui soit à la hauteur des attentes de nos enfants et de nous-mêmes. Donc, c'est ce que nous voulons. Et nous disons, oui, ça peut passer par la rue. Si on prend la rue pour faire partie du système, et si nous nous asseyons et nous disons prendre la rue pour faire partie du système, c'est possible, voilà comment on va s'y prendre, on va y arriver. Je pense que je serai le premier devant les chars de combat. Et si c'est pour faire partir une personne, je dis tout simplement non, parce que cela ne nous apporte rien. Voilà ce que je dis. Et le MRC est libre d'avoir son opinion, et le MRC est d'ailleurs libre de pouvoir faire ses manifestations. Et je me réjouis de tous les courants politiques qu'on a pu voir en exercice au SDF pendant cette annonce d'une marche du MRC, où il y en a les uns pensaient ainsi, les uns pensaient comme cela, mais fondamentalement, nous sommes sociodémocrates et nous pensons que la liberté d'expression n'a pas de prix. Nous pensons que la liberté de manifestation doit être respectée, mais ça ne fait pas de nous des gens qui allons aller marcher pour des positions extrêmes ou qui allons aller marcher pour des positions comment dirais-je, qui ne se réconcilient pas dans nos valeurs et qui ne se réconcilient pas dans ce que nous voulons pour ce pays. Alors, donc, on a bien compris que pour vous également, c'était une marche pour des positions extrêmes. Alors, le pouvoir de Yaoundé accuse le MRC d'avoir intenté une espèce de démarche insurrectionnelle à son égard. Est-ce que vous partagez cette qualification de la marche du 22 septembre? Je ne suis pas là à juger, je ne suis pas le juge et je ne pense pas qu'on est à ce point. Je n'ai pas entendu une charge, je n'ai pas entendu parler d'une charge venant du parquet sur qui que ce soit jusqu'à présent. Et je m'en réjouis parce que j'espère qu'on n'ira pas plus loin, qu'on ne s'enfoncera pas plus dans la bêtise de part et d'autre. Et cela démontre même à merveille que les deux partis sont plus ou moins dans le même système. Parce que les réactions de part et d'autre se ressemblent étrangement. Donc moi, j'appelle les uns et les autres à savoir raison garder et de sortir de cette logique des extrémismes qui s'affrontent. La majorité des Camerounais sont au centre de l'échiquier. Nous avons besoin de construire ce pays, nous avons besoin d'avancer. Nous allons défaire ce système qui nous gangrène. Tôt ou tard, on va le mettre derrière nous. Le jour où la majorité des Camerounais vont décider que finalement, la voie des urnes est la bonne voie, j'espère qu'ils vont s'inscrire sur les listes électorales et même avec les mauvaises lois, on va pouvoir mettre ce système définitivement derrière nous. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays
où une transition démocratique a réussi et où aujourd'hui il y a une certaine prospérité, parce que vous savez, la prospérité est inexistante sans démocratie quand les citoyens ne se sentent pas comme faisant partie d'un contrat social commun. L'émergence n'arrivera jamais. Et donc, si nous voulons que ce pays se développe, si nous voulons être libres, si nous voulons que demain que nos enfants aient du travail et puissent s'émanciper, je pense et j'appelle d'ailleurs à tous les Camerounais de comprendre que les extrêmes, ce n'est pas la voie. Nous avons aujourd'hui des mauvaises lois, un mauvais code électoral, mais même avec ce mauvais code électoral, si la majorité des Camerounais vont s'inscrire et vont voter, nous pourrons faire partir ce système. Et c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons. Parfait, on a bien compris que vous vous démarquez un peu de la démarche qui est celle du MRC. Et d'ailleurs, vous mettez dans le compte de la bêtise. Je me démarque que la démarche du MRC, le MRC a sa philosophie, a sa voix, le RDPC a sa philosophie, sa voix, l'UPC, quelle que soit la tendance, chacune a sa philosophie, sa voix, et le SDF a la sienne. On a bien compris. Nous sommes fondamentalement sociaux-démocrates, fondamentalement progressistes. C'est ce que je précise. Et maintenant, l'ayant précisé, je voulais quand même vous demander pourquoi on n'a pas entendu M. Joshua aussi, après qu'on ait jeté en prison des Camerounais qui étaient juste sortis manifester pacifiquement et publiquement. Pourquoi on ne vous a pas entendu pour dénoncer la séquestration du leader du MRC? Est-ce que ce n'est pas des causes communes, ça? Écoutez, premièrement, je ne suis pas un... comment vous les appelez un activiste ou un crieur d'alerte ou un... Non. En tant que responsable politique, c'est pas de votre responsabilité. J'ai une responsabilité politique et ma parole engage mon parti. Je ne peux pas me défaire de ma casquette partisane, même si je mets la casquette de député de la nation au devant. Et donc, nous sommes, bien entendu, dès qu'il faut le dire, nous le disons haut et fort, nous sommes contre l'arbitraire, nous sommes contre la violation des droits de l'homme, nous sommes contre les arrestations, comment dirais-je, extrajudiciaires, nous sommes contre le fait qu'on bloque aux uns et aux autres le droit de manifester, nous sommes contre le fait qu'on supprime d'une façon ou d'une autre la liberté de parole, mais cela ne fait pas de nous l'avocat de tous ceux qui, comment dirais-je, automatiquement de tous ceux qui ont un problème qui va dans ce sens-là ou qui n'y va pas complètement. Parce que pour pouvoir le dénoncer, il faudrait que d'une façon plus ou moins encadrée, on ait les informations. Parce que vous savez, nous ne gérons pas le SDF sur les réseaux sociaux. Nous utilisons les réseaux sociaux pour diffuser de l'information et la recevoir, mais ensuite il faut aussi la trier, parce que ce qui se dit sur les réseaux sociaux n'est pas toujours vrai. Je ne dis pas, et loin de là, qu'on n'est pas enfermé des gens, non. Ce que je dis, c'est que nous devons traiter l'information, nous devons savoir ce qui se passe, nous devons poser des questions, nous devons rester dans un esprit de dialogue, et nous devons aussi utiliser tous les voies et moyens qui sont les nôtres pour pouvoir faire en sorte que la raison revienne. Et c'est pour cela que nous avons appelé les uns et les autres à savoir raison garder. Je pense que cet appel-là couvre tout cela. Et j'aimerais vous dire, par exemple, la dernière fois qu'une journaliste avait été enfermée, nous n'allons pas dans les réseaux sociaux nous vanter de cela, mais nous avons fait une intervention forte et je me suis même déplacé pour porter ce plaidoyer pour que cette journaliste soit libérée. Elle a été libérée. Je ne lui ai jamais demandé de dire merci au SDF. D'ailleurs, elle est toujours très critique du SDF et je ne lui rappellerai jamais. Mais c'est notre rôle. On a bien compris, c'est de Mimi que vous parlez. Oui. C'est vous qui le dites. Et j'aimerais dire que c'est toujours dans notre rôle d'agir. Donc, vous ne savez pas ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous ne sommes pas là dans ces extrémismes, dans ce populisme où nous allons sur Facebook pour raconter des choses que nous n'assumons pas. Nous assumons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. Et donc, nous sommes dans ce rapport-là. Et aujourd'hui,
le régime de Yaoundé sait très bien où nous sommes situés par rapport à cette situation. Je pense que ceux qui ont des proches dans le RDPC leur ont dit, dans le MRC, pardon, excusez du lapsus, peut-être un révélateur, leur ont dit où nous nous positionnons et nous sommes pour toutes ces libertés-là et nous continuons là-dessus. Mais loin de moi la pensée, quand nous avons autant à faire d'aller aujourd'hui mobiliser les ressources et l'énergie du parti pour mettre toutes ces choses-là de côté, pour se focaliser là-dessus. Je pense que nous avons donné notre position avant la marche et si notre position n'a pas été écoutée avant la marche, ce n'est pas après qu'elle sera écoutée. Maintenant, pour revenir sur, comment dirais-je, le positionnement même qui est le nôtre par rapport à tout cela, je pense aussi que chaque chose doit respecter le contexte dans lequel nous sommes et en politique, l'opportunité est très importante. Et je pense que personnellement, ça, c'est pas un avis que j'ai partagé avec d'autres jusqu'à présent. Je pense que la lutte contre la COVID-19, qui est loin d'être finie, contrairement à nos habitudes au Cameroun aujourd'hui, est un front commun. Et d'ailleurs, j'en ai appelé de toutes mes forces au début de la COVID de mettre de côté nos rancœurs et nos positions partisanes pour ensemble barrer la voie à cette Covid. C'est un prix à payer. Je sais que beaucoup ne l'ont pas apprécié, peut-être ne l'apprécient toujours pas, mais c'est le prix à payer pour vaincre une pandémie comme celle-là. Et je pense que l'opportunité de manifester en pleine pandémie, moi aussi, me fait poser des questions fondamentales sur les respects des individus qui sont appelés à manifester. Personnellement, j'aurais milité contre le fait ou l'opportunité de porter ce genre de manifestation en ce moment. Il y a un autre parti politique, le CPP, qui demande d'être en noir tous les vendredis. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du Covid, ce genre de manifestations sont beaucoup plus indiquées. Je regardais, chose étrange qui m'arrive jamais, peut-être c'est un prélude de votre interview, je regardais une chose hier en France où on montrait les gens, les restaurateurs avec des casseroles en train de faire du bruit devant leur restaurant sans compte fermeture. Je pense que ce genre de manifestation a toute sa portée aujourd'hui, mais aller s'embraser et être entassé dans des camions de policiers et dans des cellules, etc., ce n'est pas le moment, en tout cas en plein Covid. Je pense que si nous construisons le Cameroun, si nous voulons un meilleur Cameroun, c'est pour les Camerounaises et les Camerounais, pas pour d'autres. Et donc, il faudrait aussi avoir un respect pour l'intégrité humaine et la vie des Camerounaises et des Camerounais. Donc ça, c'est un point de vue tout à fait personnel pour lequel je pense qu'on aurait dû avoir, ceux qui ont appelé à ces manifestations auraient dû avoir une certaine considération. Bien que merci, je tiens à rappeler, parce que souvent on nous dit vous n'avez pas relancé votre invité sur tel ou tel aspect. Nous disons qu'ici, nous donnons la parole à nos invités pour qu'ils donnent leur point de vue sur l'actualité du Cameroun. Ce qu'on vient de dire laisse la porte ouverte à plusieurs autres relances qui ne me semblent pas pertinentes parce que vous avez dit d'entrée de jeu que c'était votre opinion personnelle et vous avez le droit d'en avoir. On tire donc là vers la fin de cette émission. Monsieur Joshua aussi, j'ai encore une dernière question. Vous avez le droit de me relancer sur mon opinion personnelle. Hein? Vous dites? Une relance, ça veut dire que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, je vous dis encore une fois de plus, vous n'êtes pas dans un débat lorsque vous êtes sur le plateau de Diab TV à l'interview de la semaine. J'étais juste en train de vous dire que je ne m'inscris pas dans votre analyse. Bien sûr. En sorte que quand j'ai une opinion personnelle, on ne relance pas. Voilà, c'est tout. Ah oui, on est d'accord. Enfin, personnellement, j'estime que c'est votre opinion personnelle et que voilà, on a déjà presque 1h30 voire plus de l'émission et j'estime que c'est aux téléspectateurs d'en tirer les leçons nécessaires. Voilà, personnellement, je pourrais vous relancer en off, mais voilà, c'est pas le plus important. Monsieur Joshua aussi, je précise, on arrive presque à la fin de cette émission. Je m'en voudrais de ne pas vous demander comment va monsieur le président du SDF, John Frondi, qui semble laisser entrevoir qu'il a pris les habitudes
qu'on connaissait plutôt au président de la République qui s'installait souvent à Genève. Un commentaire là-dessus. Écoutez, encore une fois, il faut mettre toutes choses en son contexte. Le président national est allé aux États-Unis, je crois, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça que je suis long dans la réponse. Je crois, si je ne me trompe pas, au mois de mars, ou un peu plus tôt février, mars, avril, par là. Non, je crois que c'était février. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à ce moment-là, la pandémie du Covid-19 est loin de ce que c'est devenu en mars-avril. Donc, il a été coincé là-bas. Il est allé pour une... vous savez, il a des enfants qui sont médecins, pour le corps médical. Il y en a deux ou trois, si je ne me trompe pas, qui sont médecins et d'autres qui sont infirmières et infirmiers. Donc, il est allé aux États-Unis chez sa fille médecin pour faire son check-up attendu de longue durée. Et d'ailleurs, qui avait été coupé court parce qu'il était revenu pour le grand dialogue. Et donc, il n'a pas pu rentrer jusqu'à présent parce que les voies aériennes sont toujours bloquées, premièrement. Deuxièmement, les hôpitaux n'acceptaient que des patients du Covid ou les urgences. Et donc, c'est maintenant que c'est en train de se décompter. Et nous avons pris des dispositions pour qu'il soit là à la fin du mois d'octobre. Deuxièmement, il faut comprendre que, et tout à son honneur, le président national du parti l'a dit à plusieurs reprises, qu'à son âge, je vous rappelle qu'il est de loin le petit frère de Paul Biya, qu'à son âge, on ne peut plus, comment dirais-je, tenir la barque au quotidien, et donc il y a d'autres soucis, des soucis de santé, de repos, et d'autres qui s'imposent. Et nous avons pris conscience de cela, et c'est pour cela que ceux qu'il a laissés derrière sont à la hauteur de la tâche qu'il nous a déléguée, et nous nous rencontrons très souvent pour, comment dirais-je, pour avancer. Il est évident que c'est un peu compliqué quand on sait qu'entre deux comités exécutifs nationaux, c'est le président national seul qui décide, et que nous ne pouvons pas tenir de comité exécutif national tant que la barrière numéro 4 au Covid, donc tout événement avec plus de 50 personnes, reste interdit. Je sais très bien que les gens font les choses dans l'illégalité, mais un comité exécutif national, c'est une réunion institutionnelle. Ça veut dire que si nous prenons une décision et nous étions 51 dans la réunion, celui qui n'est pas d'accord avec cette décision peut aller au tribunal et annuler cette réunion sur la base que nous étions 51. Il a la preuve que nous étions 51. Donc il faut quand même faire attention. Nous savons être républicains et légalistes. Je pense que ceux qui souffrent de l'absence du président national devraient comprendre que nous sommes en pleine Covid et que ce Covid, je l'espère, tire vers sa fin. De toute façon, il sera là à la fin du mois d'octobre et il restera un petit moment avec nous. Et donc, nous espérons que les mesures qui ont été prises par le ministre des Sports pour le sport seront bientôt prises par le ministre de l'administration territoriale pour les associations, ce qui nous permettra de tenir des réunions statutaires à nouveau et d'avancer. Mais, à son honneur, il reconnaît la charge de l'âge. Et je crois qu'en le disant, il espère que certains autres qui tiennent le pays, qui le tirent en arrière à cause du poids de leur âge et qui ne veulent pas reconnaître la même chose, font en sorte que le pays stagne et même rentre en arrière. Donc il est très important de respecter le parcours des uns et des autres, de respecter l'âge des uns et des autres, leur expérience, mais il est tout aussi important, comme le fait le président John Fundi, de reconnaître le poids de cet âge-là, de reconnaître le poids de la responsabilité et de mettre en place, de tout mettre en place pour que l'organisation, quand vous avez la charge, commence à apprendre à travailler sans vous. Voilà, donc voilà où nous en sommes et je me réjouis qu'il se porte bien, qu'il a pu résister au Covid. Il ne fait pas partie des centaines de milliers de morts qu'il y a eu aux États-Unis, qui ne fait pas partie des millions et des millions de malades qu'il y a eu aux États-Unis et que bientôt il sera à nouveau.
Merci, hein. Vous avez d'ailleurs anticipé sur les autres questions qui en découlaient. Mais maintenant, pour conclure, c'est vraiment la dernière question. Est-ce qu'il vous paraît aussi pertinent de revoir les tests du parti qui font de votre président le seul à même de convoquer le congrès pour le parti? Écoutez, ce n'est pas le seul. Non, je ne parlais pas du Congrès, je parlais du comité exécutif national. Les textes, ces textes-là sont des textes plus ou moins naturels, c'est-à-dire que entre deux sessions de l'Assemblée nationale, le président de la République légifère par ordonnance. Et donc, c'est la même chose dans toutes les associations dignes de ce nom. Entre deux réunions du comité exécutif, le président de la FIFA décide. Si c'est une décision exécutive, il réunit le bureau d'urgence, etc. Donc, ça se passe comme ça. Une organisation ne peut pas être bloquée par son organe de légifération. Et il faut avoir un exécutif qui puisse prendre des décisions entre deux. Et donc, c'est tout à fait normal. C'est juste la première fois dans l'histoire du SDF que le comité exécutif national ne s'est pas tenu pour une période de plus de 6, 7 ou 8 mois même. Donc voilà, mais je pense que les décisions ont été prises au fur et à mesure qu'elles venaient et que le président national a été à la hauteur des attentes qu'on avait de lui et qu'il n'y a aucun mal qui a été fait. Il n'y a aucune décision qui aurait dû être prise par le comité exécutif national qui n'a pas prise lui. Et donc, toutes ces décisions seront, si je peux emprunter le terme, ratifiées lors de nos prochaines assises très bientôt. Et en ce qui concerne le comité exécutif national, il peut aussi être convoqué par un certain nombre de membres de ce comité exécutif. Il peut aussi être convoqué... il y a plusieurs dispositions pour le convoquer, je ne vais pas rentrer dans ce juridisme-là, mais l'essentiel n'est pas là, c'est que si nous décidons de le convoquer aujourd'hui, il n'a aucun effet légal puisque nous serions 80 et quelques dans ce comité exécutif et la loi dit qu'on ne peut qu'être 50. Donc toute décision prise par ce comité exécutif-là serait nécessairement nulle et de nul effet. Il suffirait que quelqu'un ait un procès verbal d'huissier pour prouver qu'on était plus que 50 pour annuler toutes ces décisions. Non, pourquoi se fatiguer à donner ces avantages-là à certaines personnes qu'on veut peut-être sanctionner? Donc c'est pour ça qu'à mon humble avis, on ne souffre pas de son absence aujourd'hui, on souffre de son absence à notre niveau, c'est-à-dire au niveau du reconfort qu'il nous apporte et de la vision qu'on peut prendre chez lui quand il est là, qui est pour nous beaucoup plus aisé que quand il est là-bas. Mais il est en contact avec pratiquement tous les cadres du parti au quotidien et le parti avance. Joshua aussi, merci. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous tenons vraiment à vous remercier du temps consenti pour cet échange qui a duré plus de temps que prévu. Écoutez, je vous remercie pour l'invitation et je souhaite bon cours à DIAF Télévision. Merci, vous êtes toujours bienvenue chez nous. Et bonne santé à tous vos téléspectateurs. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Na bala bola ye bolo, nanti mula bo.